la question de la formation. Les intervenants participants dont l'engagement et l'enthousiasme sont essentiels pour cette journée un succès. Alors, pour cette journée, et aussi pour monter les personnes qui sont en contact, c'est un sujet d'une grande importance et complexité. Il s'agit d'un processus qui vise de ce que à en tenant compte de leur spécifique. Il est nécessaire un accompagnement psychomoteur et la collaboration interdisciplinaire. Il faut travailler ensemble pour créer un soutien cohérent et adapté. D'impliquer la famille dans cette essentiel de développement et le bien-être des personnes en situation de handicap. L'accompagnement psychologique et psychomoteur des personnes en situation de handicap est fondamental pour favoriser leur bien-être et leur autonomie. En différents acteurs autour de la personne, nous pouvons contribuer à améliorer la qualité de vie et leur intégration dans la société. Je vous remercie. السلام عليكم، مرحبا بكم السيدات والسادة الحضور الكرام. يسعدنا أن نفتتح اليوم هذه الدورة التدريبية الموسومة بعنوان الدعم النفسي والحركة للأشخاص ذوي الإعاقة l'accompagnement psychologique et psychomoteur des personnes en situation de handicap. وهذه الدورة تندرج في إطار المخطط الوطني للتكوين وتحسين مستوى وزارة الصحة لعام سنة 2025. وتعكس هذه الدورات جهودنا الرامية إلى تعزيز القدرات المهنية والعلمية في مجال الرعاية الصحية للمواطنين والمرضى بصفة عامة. كما لا يخفى عليكم أن موضوع هذه الدورة يكتسي أهمية بالغة لأنه يرتبط بحقوق أساسية للأشخاص في وضعية الإعاقة، ويؤكد على ضرورة تمكينهم من دعم نفسي وحركي يساعدهم على الاندماج الفعال في المجتمع وتحقيق استقلاليتهم والارتقاء بجودة حياتهم. كما أن هذه الدورة التدريبية تشكل فضاءً للتكوين والتبادل بين مختلف الفاعلين في قطاع الصحة من أجل تطوير مقاربات عملية تعتمد على التكامل بين الجانب النفسي والجانب الحركي في مرافقة هذه الفئة الهشة. نأمل أن تكون هذه الدورة التكوينية فرصة مثمرة للتكوين العميق، النقاش الفناء وإبناء الرصيد العلمي والمهني لكل المشاركين. كما نؤكد حرص خلاصات هذه الدورة التدريبية إلى ممارسات عملية تساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة. وكختام لا يسعني إلا أن أشكر جميع المساهمين في إنجاح هذه الدورة، وأتمنى لكم جميعا التوفيق في مساركم العلمي والإنساني. شكرا لكم ودورة مجددة. Je suis très heureuse d'être parmi vous parce que ça va donner un ça sera en français et en arabe, de conférence déjà à la milliard je remercie vivement, sincèrement, le ministère de la Santé, la direction de la formation qui a أهمية بالغة la journée. Lui participe aussi, elle a on va dire un repère qui est important, notamment, c'est l'influence, l'accompagnement, le suivi des personnes en situation de handicap, mais dans les trois paramètres, notamment psychologique, ergothérapie et en psychomotricité. Chez
J'allais, on n'a pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire, on a 3 spécialités dans une même salle. En tant que psychologue, on va parler surtout de l'accompagnement, du suivi, on va monter un atelier ensemble. Cet atelier va regrouper les 3 spécialités et surtout essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire à son niveau. Aujourd'hui, la législation algérienne a donné une part importante. On a vu que la société Tana, le directeur de Tana, c'est maintenant la réhabilitation des personnes en situation de handicap, que ce soit dans le domaine professionnel, social et voire surtout familial. Parce que généralement aussi, on parle d'accompagnement de l'éducation, mais aussi notamment de la famille, c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. J'ai l'honneur et le privilège aussi de présenter ma collègue et consoeur ergothérapeute au niveau du service de rééducation fonctionnelle du CHU Tlemcen, qui va présenter aussi la place et le rôle de l'ergothérapeute dans une institution de soins et ce qu'elle fait au niveau de ses services, comme aussi notre conseiller professeur du CHU de Bida, qui va nous présenter docteur exactement. En tout cas, sincèrement, monsieur, madame, on va la parole au cher acteur, docteur Michel, chef de l'unité de l'adaptation fonctionnelle du CHU. C'est pas moi le voilà. Ils sont مش كهرباء معلش ها Est-ce que c'est pas le leader extérieur طبعا مش كيمتاع c'est bon. Salam alaikum. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci à tous les équipes qui a pu organiser cette rencontre. Et sans trop tarder, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça a été dit, je suis Dr Benzaoui, je suis maître de conférence en médecine physique et réadaptation au CHU de Blida. Et on va aujourd'hui essayer de parler du handicap. Alors, non pas seulement comme une pathologie médicale, mais comme une réalité qui va toucher le fonctionnement et la participation sociale de ces patients. Donc, parmi les objectifs pédagogiques, à la fin de la session, les participants devront être capables de définir le handicap selon les classifications médicales et fonctionnelles. On va surtout parler de la classification internationale du fonctionnement du handicap. Vous allez pouvoir, Inch'Allah, identifier les principaux types de déficiences et leur impact fonctionnel.
analyser les limitations d'activité et restrictions de participation selon le modèle biopsychosocial, discuter des stratégies de compensation, entre parenthèses, ça va être l'apport de toute la réadaptation, de l'ergothérapie et des autres spécialités de la médecine physique et adaptation. Et on va essayer de faire un peu d'interaction à travers la discussion de quelques cas cliniques fictifs. Donc, en introduction, on va parler du cadre législatif, des définitions et les enjeux de ces pathologies à l'origine de handicap chez les patients. Donc, en Algérie, les droits des individus en situation de handicap sont encadrés par la loi 209 du 8 mai 2002 qui établit des principes essentiels concernant la définition du handicap, la prévention de l'éducation, la formation professionnelle, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation, l'insertion et l'intégration sociale de cette population spécifique. Donc, vous voyez également pour ce décret du 8 mai 2002 est publié dans le journal officiel et qui parle autour de la prise en charge des patients handicapés et leur réinsertion dans l'entourage familial, sociétal, cadre. Par la suite, est-ce que ces lois c'est-à-dire ils jouissent de ces lois qui existent dans notre législation. Alors, il y a un autre décret exécutif qui a été publié le 26 avril 2006 et qui fixe la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du Conseil national des personnes handicapées. Donc, ce conseil est un organe consultatif chargé d'étudier, de donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection, à la promotion, à l'insertion socio-professionnelle et à l'intégration des personnes handicapées. Une autre législation publiée le 6 septembre 2010, toujours dans le journal officiel, qui va fixer la composition, l'organisation, le fonctionnement et de la commission d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, professionnel. Donc, par rapport aux définitions de l'Organisation mondiale de la santé qui a été émise en 1980 et qui parle surtout de la définition de l'ensemble des déficiences, incapacités et handicaps. Et par la suite, on va parler de la classification internationale du fonctionnement, cette classification qui a permis de faire l'interaction entre tout ce qui est pathologique, médical et sa relation avec la participation dans l'environnement du patient. Donc, de la classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps à la classification internationale du fonctionnement, vous voyez que la classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps parle dans un premier lieu de la maladie ou du trouble qui va être à l'origine d'une extériorisation clinique. Donc, ce sont tous les symptômes qu'on va retrouver chez les patients. Ces symptômes auront une expression fonctionnelle chez les patients et cette expression fonctionnelle peut, dans certains cas, aboutir à une expression sociale par le biais du désavantage ou du handicap qui va être installé chez les patients. Donc, un exemple de cette classification, le I, c'est pour impairment, c'est-à-dire c'est des déficiences,
Et donc, vous voyez que l'ensemble des déficiences qui peuvent exister chez les patients sont pris en charge par cette classification internationale. Et donc, il peut s'agir de déficiences intellectuelles, d'autres déficiences psychologiques, de déficiences du langage, de déficiences de l'audition, de déficiences oculaires, déficiences viscérales, déficiences squelettiques, déficiences esthétiques et déficiences généralisées sensoriales et ou autres. Alors, le grand avantage de cette classification internationale du fonctionnement, c'est qu'elle a remplacé le modèle strictement médical par un modèle biopsychosocial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette classification, elle a le mérite de prendre en considération le patient et son entourage. Donc, un patient porteur d'une pathologie peut être en situation de handicap dans une situation, comme il peut ne pas être toujours le même patient avec sa pathologie médicale, il peut ne pas être considéré comme en situation de handicap dans d'autres situations. Par la suite, on va donner quelques exemples. Donc, on revient sur les définitions. Donc, c'est quoi déficience? C'est relative à toute altération du corps ou de l'apparence physique. Les incapacités vont refléter les conséquences de ces déficiences et les avantages vont se rapporter au préjudice résiduel qu'on va retrouver chez les patients. Donc, comment se produit le handicap? C'est très simple. À partir d'une affection médicale que va présenter le patient, on va aboutir à établir un diagnostic clinique de la pathologie médicale. On va poursuivre notre prise en charge par instaurer une thérapeutique adaptée à ce diagnostic et l'évolution va se faire soit vers une guérison sans séquelles, donc le patient peut s'intégrer facilement comme il a été auparavant dans son environnement, ou l'évolution va se faire vers une diminution des capacités du patient et à ce moment, le patient va être porteur d'un désavantage et selon les circonstances, il peut être en situation de handicap. Donc voilà un schéma qui récapitule, si on veut, cette classification internationale des déficiences, handicap et incapacité avec son interaction avec le milieu extérieur. Et vous voyez qu'à partir d'une maladie qui va entraîner une déficience, avec des exemples, dans une hernie discale peut être à l'origine de douleurs rachidiennes et peut-être à l'origine d'une exemple. Et donc, cette classification va prendre en considération également l'environnement. C'est quoi l'environnement? C'est les conditions de travail, les conditions familiales, les difficultés conjugales, les difficultés financières et l'environnement architectural. Alors, je vous ai mis là cette photo, c'est juste pour vous dire que cette chaussée qui est très mal entretenue, c'est tout juste, elle est à côté du service d'appareillage. D'accord? Donc, vous voyez que déjà avec une voiture, on a des difficultés pour accéder à ce service d'appareillage. Alors, imaginez un patient sur fauteuil roulant, sur un tricycle, avec des câbles béquilles, comment il va pouvoir accéder à ce service. Et donc, l'environnement et les barrières architecturales peuvent à elles seules constituer une situation de handicap et de désavantage chez les patients. D'accord? Donc, en tout, deux approches du patient vont se distinguer, l'approche de la maladie et l'approche de handicap. Je pense que ça a été bien expliqué. Donc, on va commencer par la première partie qui va parler des aspects médicaux, donc des déficiences, des pathologies et quelques données épidémiologiques. Donc, quelles sont les principales catégories de déficiences? Donc, on a des déficiences motrices,
des déficiences sensorielles, donc visuelles, auditives par exemple, des déficiences cognitives et neurodéveloppementales et des déficiences psychiques. On revient sur la définition de la déficience et je pense que ça a été déjà dit, donc on passe sur cette slide. Quelles sont les grandes catégories? Donc, déficience des fonctions mentales, déficience des organes sensoriels, déficience de la voix et de la parole, déficience des systèmes cardiovasculaires, déficience des systèmes digestifs et déficience des systèmes génitaux et urinaires. Donc, vous voyez que à l'échelle déjà d'un organe, on peut être en face de plusieurs déficiences chez un individu ou chez plusieurs individus. Donc, on va donner un exemple de classification structurée. D'accord? Donc, par exemple, pour les fonctions mentales, on aura une déficience intellectuelle qui va être à l'origine d'un trouble cognitif. Pour ce qui est des fonctions sensorielles, on va prendre l'exemple, par exemple, des déficiences visuelles et auditives. Pour ce qui est des fonctions de communication, c'est en général les troubles de la parole, que ce soit une dysarthrie ou une aphasie. Et pour les fonctions motrices, c'est en général tout ce qui est déficit moteur, qu'il soit complet ou incomplet. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que la classification internationale du fonctionnement est une terminologie internationale commune. Donc, ça offre aux praticiens la possibilité de parler le même langage. Elle permet d'harmoniser et l'évaluation des déficiences et elle permet, entre autres, de mettre en exergue des catégories qui ne sont pas cloisonnées. Donc, un individu peut présenter des déficiences multiples. Et ces déficiences peuvent avoir une expression différente d'un individu à un autre. Donc, concernant les causes, il y a plusieurs causes. Il y a des causes génétiques, des causes traumatiques, infectieuses et des causes dégénératives. Donc, vous voyez que le panel des étiologies, il est vraiment large. Donc, par exemple, pour les causes génétiques, on peut avoir des anomalies chromosomiques. Comme exemple, le plus fréquent, c'est la trisomie 21. Comme les maladies héréditaires monogéniques, on peut parler de la mucophysiose, de la dystrophie musculaire de Duchenne. Et pour les prédispositions génétiques à certaines déficiences sensorielles, c'est essentiellement la surdité congénitale. Pour les causes traumatiques, on peut être en face de patients qui ont subi des traumatismes crâniens avec installation de déficiences cognitives et motrices en même temps, des lésions médulaires avec installation de déficits moteurs type paraplégie ou tétraplégie, des amputations traumatiques, des qui peuvent donner lieu à des déficiences chez le nouveau. Dans notre société. Fort heureusement, notre société, notre culture permet toujours la prise en charge des personnes âgées au sein du milieu familial, mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans notre pays qui, pour universel, renforcer la réadaptation dans les systèmes de santé. Et d'ailleurs, cette stratégie, elle a été acceptée par notre gouvernement et nos pouvoirs publics. Donc, les aides techniques, il peut s'agir de prothèses, de fauteuils roulants, d'aides auditives,
d'aide humaine, donc les aides pour la vie scolaire, les auxiliaires de vie scolaire, les interprètes, les auxiliaires de mental, donc accessibilité physique et cognitive des patients. Alors, dans ce cadre, il faut savoir que la médecine physique et réadaptation est une spécialité qui a pour rôle de coordonner et d'assurer la mise en application de toutes ces mesures visant à prévenir ou à réduire au minimum inévitable les conséquences fonctionnelles, physiques, psychiques, sociales et économiques des déficiences ou des incapacités. Donc, on est en tant que spécialiste en médecine physique et réadaptation, on est vraiment dans la prévention et la prise en charge de ces personnes en situation de handicap. Alors, comment va s'opérer cette prise en charge? Donc, quels sont les moyens dont nous disposons pour prendre en charge cette catégorie? Donc, en plus des traitements médicaux symptomatiques, on fait appel à des moyens propres à la médecine physique. Donc, des agents physiques, exercices, entraînements seront prescrits selon des séquences et une chronologie déterminée par l'évolution de la pathologie. Et en même temps, la prescription va privilégier dans un premier temps les processus de restitution. Ça, c'est très important. C'est différent. Face à des patients, face à des malades, il faut toujours privilégier les processus de restitution. Si la restitution ne peut pas se faire, on va passer au processus de substitution et enfin au processus d'adaptation. Donc, il y a 3 phases de prise en charge de ces patients. Donc, comment gérer la restitution fonctionnelle? Donc, dans le but d'avoir une meilleure qualité de réparation possible, la restitution fonctionnelle doit prendre en considération le site à réparer. Donc, dans ce cadre, on est dans la prise en charge de la pathologie médicale. Donc, c'est une approche analytique. Et la prise en charge de l'individu dans son ensemble et dans tous ses rapports avec l'environnement. Donc, le développement de des processus de substitution va faire appel aux techniques d'apprentissage. Et le choix des techniques de substitution dépend de donc, une cible de la bougie. Donc, toute cette prise en charge doit être optimale. Et décrire ces procédures, d'améliorer la puissance, la résistance, l'endurance par des entraînements répétés spécifiques en situation réelle ou simulée. Donc, les compensations, on va penser aux compensations et on va prescrire des compensations après avoir défini les déficiences des patients, et après avoir entrepris une thérapeutique ciblée et après avoir analysé les par la suite, l'étude de l'environnement du en termes d'incapacité chez les patients. Donc, on doit évaluer les capacités et les incapacités à domicile, au travail
et dans l'entourage familial du patient. Et là, j'attire votre attention à ce que normalement, avant la sortie des patients des structures hospitalières, normalement, on devrait visiter le domicile du patient avec une équipe pluridisciplinaire pour décider de l'accessibilité de ce logement à la personne handicapée. Là aussi, Inch'Allah, ça va venir. On a beaucoup d'espoir dans notre pays. Donc, Inch'Allah, ça va venir. Inch'Allah, cette prise en charge va s'opérer dans des délais plus brefs. Donc, s'informer sur les aides techniques susceptibles de compenser les incapacités du patient, opter toujours pour des solutions simples pour contourner la situation handicapante, pour acquérir une aide technique chez un fabricant de matériel grand public. Parfois, je vous donne l'exemple de la table de verticalisation. Ça coûte très cher si on essaie de se la procurer au niveau des vendeurs de matériel médical, mais on a toujours orienté les patients vers des menuisiers qui la confectionnent avec un coût moindre. Et donc, tous les moyens sont possibles et acceptés pour rendre meilleur, pour rendre meilleure la vie des patients en situation de handicap. Et il faut toujours garder à l'esprit qu'il est primordial d'essayer le matériel avant l'achat chaque fois que cela est possible. Donc, les orthèses, je vous laisse ce chapitre sur les orthèses. Donc, c'est une suppléance, donc c'est une compensation d'une situation de handicap. Voilà, donc il y a plusieurs classifications des orthèses. Il y a des orthèses statiques, rigides, de stabilisation ou restrictives. Il y a des orthèses dynamiques. Il y a des orthèses compressives, élastiques ou rigides, comme les manchons qu'on utilise ou les bas qu'on utilise pour les pathologies vasculaires telles que les varices des membres inférieurs ou les lymphoedèmes carrément. Voilà, donc orthèse statique, rigide, de stabilisation doit être détaillé. On doit avoir une prescription médicale détaillée qui comporte un diagnostic détaillé. Et le but recherchant de cette orthèse doit être défini également et la localisation anatomique de cette orthèse doit être définie dans le papier de prescription. Alors, cas clinique, on arrive au cas clinique. Donc, je vous donne le cas d'un homme âgé de 55 ans qui a subi un infarctus sylvien droit. Alors, j'ai essayé de classer les signes cliniques du patient en fonction de la classification internationale de fonctionnement. Donc, à votre avis, chez ce patient, avec un infarctus sylvien droit, qui va être à l'origine de l'installation d'un déficit de l'hémicorps gauche et plus ou moins association d'autres signes cliniques, quelles sont les déficiences? Vous pouvez les lire. Donc, les déficiences peuvent être multiples. Pourquoi? Parce qu'un accident vasculaire cérébral, ce n'est pas seulement une atteinte motrice, c'est une atteinte du cerveau. Et donc, à côté de l'atteinte motrice, on peut avoir une atteinte sensitive, on peut avoir une atteinte sensorielle, notamment une atteinte de la vision sous forme d'hémianopsie latérale homonyme. On peut avoir une atteinte viscérale, telle que les troubles de la déglutition, et on peut avoir une atteinte psychologique par l'installation de phénomènes de découragement et éventuellement de dépression. Donc, vous voyez que une pathologie unique peut être à l'origine de plusieurs déficiences. Donc, un patient qui va venir vous voir pour un déficit moteur, faites attention, il faut essayer de faire l'analyse de ce qu'il a
et ne pas aller vers le côté apparent de la pathologie, donc vers le déficit moteur seulement, et prendre en charge ce déficit moteur et par conséquent négliger des aspects importants dans cette pathologie. D'accord? Donc, les limitations d'activité qui peuvent s'opérer chez ce patient, c'est des limitations de déplacement, des limitations dans les soins personnels du patient, donc dans la toilette, l'habillage et l'alimentation, et des limitations initialement totales peuvent par la suite devenir partielles ou incomplètes. Toujours dans le cadre de situer ces déficiences par rapport à la classification internationale de fonctionnement, on a dit une déficience va être à l'origine d'une incapacité, elle-même va être à l'origine d'une restriction de participation chez le patient. Et vous voyez que cette pathologie va être à l'origine de restrictions du patient dans sa vie quotidienne par la dépendance aux aidants, dans sa vie sociale qui va probablement mener le patient à un isolement. La reprise va être conditionnée par un poste adapté, d'accord? Un poste où le patient va être probablement, inévitablement, dans une situation de sédentarité et donc dans une situation où d'autres comorbidités majorer l'expression clinique de ces pathologies et par conséquent vont majorer aussi les situations de handicap. Donc, dans ce cadre, quels peuvent être les objectifs de la réadaptation? Donc, réduction des limitations, maximisation de l'autonomie fonctionnelle, le maintien de la participation sociale et professionnelle malgré les déficiences persistantes. Deuxième cas, c'est un cas interdisciplinaire d'un patient qui présente une surdité sévère. Donc, c'est un étudiant en médecine qui présente une surdité sévère bilatérale. Cette déficience auditive compromet significativement ses capacités de perception, de traitement de l'information sonore, indispensable dans le cadre de son apprentissage théorique et pratique. Donc, on aura inéluctablement un impact scolaire et professionnel. Donc, quelles sont les déficiences que présente votre patient? C'est l'altération sensorielle auditive sévère par cette surdité bilatérale. Quelles sont les limitations d'activité? Donc, limitations de la compréhension des difficultés de communication avec les enseignants, avec les enseignants, apprentissage. Et notamment en tant que psychologue. C'est vrai qu'à toutes les phases que vous avez par rapport au cas que vous avez présenté, il y a ce qu'on appelle une représentation mentale qu'on se fait d'abord de la maladie, eu égard. C'est vrai que quand on parle d'infirmité motrice, en situation bien sûr de handicap, on délaisse, c'est pas on délaisse, on met de côté ce qu'on appelle l'amputation. Tout à l'heure, le collègue de Mascara et Atelsara, il a parlé sur les amputés. C'est important parce que tout à l'heure, j'aurai une deuxième présentation sur le vécu psychologique des amputés dont on n'en parle pas beaucoup, où la représentation psychologique et mentale, elle perdure dans le temps, c'est-à-dire où vraiment, notamment les 5 périodes de révolte, de déni, d'angoisse, voire de dépression. Et bien sûr que le rôle du psychologue et de la psychologie clinique, elle est importante. Elle est importante à tous les niveaux, du début de la prise en charge
où le médecin a diagnostiqué la pathologie du patient jusqu'à ce qu'il puisse retourner dans sa famille. Mais il a la particularité, pour nos psychologues, c'est la prise en charge, elle ne se fait pas uniquement avec le patient, mais avec son entourage. Hein. Si nous sommes dans un couple, c'est les deux qui sont à prendre en considération. Oui, exactement, tout à fait. Et éventuellement dans sa famille, parce que ça prend un large éventail par rapport au suivi, à l'accompagnement, à l'aide surtout et au soutien. Il faut savoir que quand nous sommes dans la pathologie, dans la situation de handicap, il y a un élément qui est très important, c'est l'évaluation. L'évaluation en clinique, c'est faire ce qu'on appelle des évaluations d'ordre notamment mental. Hein, on fait des quotients intellectuels. Tous les psychologues qui travaillent dans des services de rééducation, d'accompagnement avec des personnes qui sont en situation de handicap ont besoin, parce que je bouge, Oui. J'en ai pas besoin. Ça c'est bon. Qui ont besoin surtout d'une évaluation psychique et mentale, pas uniquement un soutien, mais il faut toujours évaluer. Et dans l'évaluation, nous avons, je vais pas délaisser les psychomotriciens ou les ergothérapeutes, mais nous avons ce que nous appelons les tests psychométriques, les tests d'aptitude mentale et les tests projectifs, qui sont un outil important. يعني هاد الاختبارات الاستراتيجية والنفسية إلى آخره يعني نحتاجها ولا سيما pour encore conforter la thèse que ce patient-là a besoin d'un soutien psychologique évident, que ce soit en milieu institutionnel ou voire en famille, etc. S'il vous plaît, comment je vais avancer? Non. Il faut l'informaticien Goldman, il faut le laisser avec moi, et Imen reste avec nous. Tu restes avec moi? Ma collègue, ah, très bien. Reviens, s'il te plaît. Non, c'est pas ici, c'est pas ça. Allez, c'est l'autre. S'il vous plaît. Là, c'est l'atelier. J'essaie. Non. Bizarre, hein? On va prendre directement l'accompagnement, il manque un dossier. Ça, c'est pour l'atelier. Ça, c'est l'amputé. Il y a un autre. Non, non, ça, c'est... Oui, oui. Sur les aléas de fais-moi passer le prochain. Alors ici, j'ai mis en introduction toujours avec on a toujours des mots qui nous relient à quelque chose. Quand on est dans la situation de handicap, on dit toujours il n'y a pas d'handicap, mais qu'il y a des différences. Les différences, c'est niveau moteur, c'est niveau intellectuel, etc. Suivant. Alors,
Pour comprendre les réalités du handicap moteur en Algérie, il faut d'abord étudier ce qu'on appelle, identifier les impacts psychologiques. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que parce que l'amil nafsi huwa muhim. Quand on veut prendre en charge et prendre en charge comme il se doit. Il faut aussi explorer le rôle du psychologue dans la prise en charge. يعني ما هي الوظيفة تاع الأخصائي النفسي في التكفل بالhandicapé. يعني qu'est-ce qu'on attend واسمحنا نستناو d'un psychologue. Tout à l'heure on va le travailler dans les ateliers Inch'Allah. Et bien sûr, il faut voir des pistes d'amélioration parce que c'est très important de travailler. Suivante, s'il vous plaît. Comprendre les réalités du handicap moteur, mais en Algérie. Il faut savoir que dans les années 80, entre 85 et 86, l'Algérie avait commencé à ouvrir des centres d'handicapés moteurs sur tout le territoire national. Ils avaient réintroduit tous les personnes, les tétraplégiques, les myopathes, les paraplégiques, toutes les pathologies confondues dans l'handicap moteur, et ils les ont réintégrés en Algérie parce ils poursuivaient leur prise en charge à l'étranger, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas beaucoup de spécialistes dans le domaine, et qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de centres et encore d'autres centres qui sont en train d'ouvrir. Je voudrais aussi passer un message par rapport aux psychomotriciens. Ils ont apparu aussi vers les années 80 et que le rôle du psychomotricien, il est très, très important. Tout à l'heure aussi, on va partager nos expériences l'atelier avec nos collègues ergothérapeutes. Suivante, s'il vous plaît. Suivante. Alors, le contexte algérien, bien sûr, on a le cadre législatif. Ça a été débattu tout à l'heure avec notre collègue. La constitution algérienne et les lois en vigueur, elles protègent les personnes handicapées. Et surtout, ça a été dit aussi par ma collègue, elles visent à assurer leur vie sociale et professionnelle. Aujourd'hui, quand même, ma cache termiche, ma cache stigmatisation. Au contraire, ils travaillent, ils font partie intégrante de la société. Alors, quelles peuvent être les principales caractéristiques de l'approche psychologique? D'abord, on a un contexte. Le contexte familial, il est important. On ne peut pas le séparer, notamment la fratrie, qui ont un impact profond. Prendre en charge un handicapé, l'emmener à l'école, comment le déplacer, comment le suivi, la prise en charge, notamment si c'est une personne qui ne peut pas aussi, qui est dépendante, on va dire, à 80, voire 90%. Et l'accompagnement vers l'autonomie, elle est importante. Alors, la définition de l'handicap moteur, c'est quoi? En fait, elle désigne une limitation des capacités physiques. On ne peut pas. La difficulté de se déplacer, de coordination, de posture, atteinte des membres inférieurs, supérieurs, voire des paralysies d'espace. Ça a été aussi dit par notre collègue. Les causes aussi, elles sont congénitales ou bien des maladies neurologiques qui sont malheureusement en nette augmentation, voire des accidents, des traumatismes d'accidents, voire aussi la personne quand il est dans une situation de vieillesse. Alors, ça a été dit, on va passer, puis ça a été dit par ma collègue, je ne vais pas répéter pour gagner du temps aussi. Alors, quelques statistiques en Algérie, nous avons environ 2 millions, c'est important les chiffres, pour savoir qui fait quoi et que font les centres, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là. On a 2 millions de personnes en situation, ça c'est une source du ministère de la Solidarité. L'handicap moteur, il représente 44% des handicapés recensés. Sont ceux qui ne sont pas recensés. Il y a une répartition selon l'âge, selon la... Oui, s'il vous plaît. Moi, je n'aime pas l'informatique. Là, les anciens, ça fait perdre du temps. Et puis, on n'est pas en train d'avoir une interaction. Ça me... أنا نتكلم بالدارجة ما كانش مشكل ما كانش إشكال دوك نعملوها في l'atelier بإذن الله إن شاء الله سمحوا لي vraiment ça me un petit peu ça me met en ouais.
Vous savez, l'aspect psychologique, il est important, surtout quand on voit qu'un patient a été bien accompagné, a une belle prise en charge et où il y a un bon suivi. Moi, je pense que ça, c'est notre récompense à nous, hein, en tant que psy ou ergo ou psychomotricien. On donne de nous-mêmes, en donnant de nous-mêmes, on arrive à... Suivant. C'est bon. Alors ici, on parle de... C'est vrai, المناطق النائية, elle souffre beaucoup. parce que قلة المواصلات, قلة المرافق, يعني اللي تتكفل. Et ça, je pense que l'Algérie a pris en compte de la spécificité. Suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, les causes principales, on a dit, elles sont congénitales, génétiques, accidents de la route, les maladies comme les AVC et bien sûr les carences de prise en charge précoce aussi généralement. Alors, comment comprendre le facteur psychologique du handicap moteur? Alors, pour l'handicap, c'est une rupture identitaire. C'est toujours l'atteinte. On parle aussi par rapport à son identité, par rapport au schéma corporel aussi. On a le trouble du schéma corporel, l'arrivée du handicap, surtout s'il est acquis, il constitue un facteur dans la continuité psychique. Pourquoi un A, etc. On va le voir tout à l'heure. Il y a aussi, ça implique un processus de deuil. Quand on perd quelque chose de son corps, on perd de l'autonomie et le travail de deuil chez Freud, quand on ne le fait pas, ça crée beaucoup d'angoisse, n'est-ce pas, chez la personne, voire malheureusement de la dépression. Suivante, s'il te plaît. Reviens. Alors, l'image du corps et l'estime de soi, bien sûr, elle est altérée, tête. Reviens, s'il te plaît, c'est important. Il y a la blessure narcissique. L'estime de soi, il est fragilisé. Alors, là, la personne, elle peut se replier. Et aussi, elle peut faire aussi des troubles mentaux, voire elle a besoin d'un suivi, voire psychologique, voire psychiatrique. Et c'est ces personnes-là, on les appelle les personnes à risque qui ont besoin de notre soutien. Et on dit toujours que le soutien psychologique, l'accompagnement, il est impératif, il va de soi avec le médecin, avec l'ergo, avec le psychomotricien. C'est une équipe pluridisciplinaire. Notamment, le suivi, il doit être quand même important, que ce soit dans des institutions de soins privées, publiques, etc. Alors ici, les représentations mentales que se fait un patient par rapport à sa pathologie, elle est à prendre en compte. Nous avons des phases par lesquelles passe le patient, on va le voir avec l'étude sur l'amputé. La première phase, il est dans ce qu'on appelle la sidération. C'est une personne qui n'est jamais tombée malade, il a un accident et hop, il se retrouve paraplégique sur un fauteuil roulant. C'était une personne qui est normale, qui est un surtout même traitement à l'Osra, qui a un fahama, qui a un makana, ou avec la position dans le fauteuil, qui nous ramène les patients. Je pense que je l'ai dit, vous allez le partager avec nous et peut-être pourquoi cette maladie نقصت من تقدير الذات تقدير الذات وبالتالي عدم الثقه بالنفس et bien sûr يتهمش et il ne voudra plus participer à la vie sociale. Bravo madame. Et là, il est de notre devoir d'essayer d'accompagner ces personnes en situation, on va dire, de souffrance mentale et de souffrance morale. Toujours dans la continuité par rapport à l'image du corps, c'est vrai, c'est une blessure narcissique, il y a une fragilité de l'estime de soi et bien sûr, l'autonomie, quand on la perd, on est en quête de la regagner, Inch'Allah. Suivant. Il y a le regard social et la stigmatisation. نظرة المجتمع ثاني يقلل من التقدير الذات تاعنا خصوصا يقولوا مسكين. جينيرالمون هذيك كلمة مسكين خصنا نخدموا عليها. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur هذيك كلمة مسكين, le pauvre. هذيك كلمة مسكين, ça veut dire quoi? Mesquine de quoi? Mesquine, je suis coupable de quelque chose, je ne suis pas mesquine.
التحديات اللي يعيشها هذا الشخص moi je dirais pas malade cette personne التحديات اللي يعيشها لربما au contraire c'est quelque chose de bien. Tout à l'heure je vous donnerai la vidéo après celle de ma consoeur. Vous allez voir les personnes qui font du basket, qui font de la musique, qui travaillent, qui font des études et malgré leur handicap. C'est Bouahad, il n'a aucun handicap et il ne peut pas faire ce que l'autre. Moi, je pense que c'est la force en soi. C'est la force en soi et la volonté. Barakallahu fik Karima, merci de me le rappeler. Donc, nous, en tant que psychologue, on doit travailler avec les mots du patient. On doit travailler avec ses gestes, c'est ce qu'on appelle le geste du corps, avec son histoire aussi et gagner la confiance de notre patient. باش بالتالي نخليوه انه يعيش normal, hein, mais يعيش toujours avec ces complexes, ces questionnements, بهذا النقائص لربما qui a intégré dans sa conscience, essayer de l'amener à aller vers l'avant, que ce soit dans le domaine professionnel, social, familial, etc. Alors, c'est vrai, quels peuvent être les troubles psychiques associés à l'handicap? Tout à l'heure, madame a parlé de dépression avec une collègue ici. Oui, elle peut être fréquente, surtout en cas d'handicap. Ça, c'est vrai. Mais quand nous parlons de dépression, on a besoin d'une prise en charge psychiatrique avec un psychiatre et bien sûr avec un psychologue pour des séances de psychothérapie de soutien, si possible. Si on peut aussi avoir, on va dire, un panel de 10 personnes qui ont le même trouble, qui ont des mêmes questionnements, on peut faire un groupe de parole, voire thérapie de groupe, et ça donne de très bons résultats. Il y a des collègues qui travaillent beaucoup avec cette thérapeutique et ça donne de bons résultats. Reviens, s'il te plaît. Reviens. Alors, toujours par rapport, il y a des symptômes de tristesse, de fatigue, de perte d'intérêt, et toujours d'idées de dévalorisation. Les facteurs aggravants, quels peuvent être les facteurs aggravants? C'est le manque d'accès aux soins psychologiques, l'isolement, la pauvreté. Alhamdoulilah, aujourd'hui, comme les centres médico-psychologiques des handicapés, je pense qu'ils sont renforcés par des équipes de psychologues. Moi, je pense que maintenant, j'espère. Nos universités, elles forment beaucoup de psychologues cliniciens, etc. Suivante. Ailleurs, il y a le retrait social, l'isolement, la perte d'intérêt, d'amitié, d'activité sociale, voire termiche. Termiche, des fois, c'est pas la société qui termiche là. Des fois, c'est-à-dire en tant que personne. Et bien sûr, il y a eu en Algérie beaucoup de structures, malheureusement, qui ne sont pas encore accessibles à tout le monde. Et bien sûr, et ça renforce l'enfermement dans la maison. Quand il y a je veux pas. Des fois, on amène le psychologue au chevet du patient. Des fois, on n'a pas les moyens de ramener un psychologue. Il faut toujours revoir aussi. Et ça pose un problème. Alors, il y a la colère. La colère et la révolte, des fois, c'est envers soi-même, envers son corps. On veut pas de ce corps. On veut pas de cette infirmité. On la veut pas. Comme on la rejette, on en veut aux autres aussi, on ne se rapproche pas. Elle peut être des fois verbalisée, des fois il n'y a pas de la colère, des fois il la refoule, et on sait qu'une colère qui n'est pas extériorisée, elle va faire du mal plus. Il y a ce qu'on appelle le langage du corps et des fois ça peut atteindre un organe du corps et on troubler le fonctionnement normal de ce corps, notamment certaines pathologies. Donc, au-delà de l'handicap va se greffer peut-être un autre trouble. Et ça, alors elle peut être verbalisée, toujours on revient parce que la partie, elle est importante, elle peut être verbalisée ou retournée contre soi. C'est le refus de soins. Je ne vais pas à l'hôpital, j'en ai marre, c'est les revendications, mais des fois c'est des revendications, elles sont légitimes, mais des fois elles ne sont pas légitimes. C'est parce que je n'avais pas envie d'aller vers le soin que je m'autorise à dire que ce soin, il n'est pas rentable pour moi, il n'est pas efficace pour moi. Et ça, c'est à double tranchant. C'est pour ça qu'il faut écouter le patient. Et écouter ses silences et écouter ses gestes aussi.
Hein, le refus, il est important, il faut l'analyser, il faut le comprendre, le canaliser et bien sûr ne pas juger et ne pas condamner. On n'a pas le droit de juger, on ne juge pas. Suivante, s'il te plaît. Merci. Alors là, la spécificité culturelle en Algérie, ça a été aussi débattu par ma consoeur. Le rôle de la famille, il est important. Il joue un rôle, la famille. Dans certaines familles, surtout quand on est avec un enfant ou un adolescent, hein, il est assisté à 100%, alors qu'on peut l'aider à ne pas être dépendant et un petit peu à se détacher. Là, des fois, il y a le soutien affectif qui est important. Hein, quand on dit à mon enfant, si j'ai 3 enfants, 2, ils n'ont aucun problème et le 3e a un handicap, celui qui a l'handicap, on va délaisser les autres. Donc, quand même, il faut toujours la guidance parentale, amener les parents à comprendre qu'on peut le traiter comme les autres enfants, les écouter ensemble. La surprotection, elle est vraiment à bannir parce qu'il y a les échelles aussi de dépendance. Et c'est vrai que quand une certaine famille, c'est plus un tabou aujourd'hui. Non, heureusement, mon enfant est handicapé, etc. Je vous ramènerai le cas d'une personne. C'est une famille d'une fratrie de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Les 2 filles, elles étaient universitaires, médecins, un dentiste, et après 15 ans il y a eu une phase de repos. Ils ont eu un petit garçon, le petit garçon Z Kafif. Donc, ils n'avaient pas encore décelé Bliken Kafif. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu ils l'ont enfermé pendant 15 ans. 15 ans. C'était les années 90. Et pourquoi? Parce que le regard de la famille, de Kekolocho, ils ont un enfant handicapé, etc. C'était perçu négativement. Et après, ils l'ont mis dans une association. C'était une association qui était privée, pas le public. Elle dit que l'association, elle prenait en charge les enfants, et bien, croyez-moi, quand il a commencé à s'intégrer avec les enfants, il avait peur du toucher, il avait peur de prendre quelque chose, où exactement le contact il était inexistant, mais après il a commencé à évoluer. Donc c'est vrai que j'espère qu'aujourd'hui elle n'existe pas, on a dit, mais elle est à prendre en considération, notamment quand on fait l'éthiologie ou l'étude anamnestique d'un patient, l'ICHINA, on doit voir tous ces repères, comment évolue la personne au sein de sa famille. Si c'est une adulte avec ses enfants, si c'est un enfant, c'est avec ses parents. Alors, dans certaines régions, c'est vrai par des croyances, il y a un enfant handicapé, ça se répercute aussi. Ça, c'est le système, on va dire, archaïque culturel. Hein. Bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, on a dépassé ça, mais c'était ancré dans certaines personnes, dans certaines régions, etc. Suivant, s'il vous plaît. Alors, le travail du psychologue, l'objectif, le principal, c'est de ramener de l'aide. On dit que le meilleur médicament qu'on peut offrir à son patient, d'abord, c'est d'être là, présent avec lui. Quitte qu'on a il y a le bureau du psychologue ou là, le psychologue, je sais que si on vit là, alhamdoulilah, je sais vers qui me retourner. Aider d'abord, aider surtout à mettre des mots sur le vécu. Yani, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. يعني كل حاجة نعطيو لها الكلمة تاعها المفهوم تاعها أننا بهذا الشيء نقدروا نتفاهموا بيناتنا. C'est la confiance qu'on va faire entre nous et notre patient. Revaloriser l'image de soi. L'image de soi, elle est importante. Retrouver un sens à la vie et se projeter malgré les limitations. Tu peux arriver, qu'est-ce que tu veux faire? De la peinture, du dessin, tu veux faire de la musique, تجود تعمل حاجة اللي راها ماشية تعطيك الفرصة أنك تنسجم في المجتمع وتكون عضو في هذا المجتمع. Ne jamais
le délaisser et Tali, il va se renfermer exactement. Nous allons y travailler tout à l'heure. Suivante. Là, les moyens thérapeutiques, vous les connaissez, vous les psychologues cliniciens, les entretiens cliniques, les thérapies. Aujourd'hui, alhamdoulilah, beaucoup de psychologues, que ce soit dans le privé avec la SARP ou quand ils peuvent, ils se forment en TCC et c'est magnifique. Que ce soit les psychiatres, les psychologues, ça donne de bons résultats. Les groupes de parole dont on a parlé et on travaille avec, c'est surtout pour déstigmatiser et avoir un soutien mutuel. Vous savez que les groupes de parole se prônent et donnent de très bons résultats. Que ce soit en oncologie, que ce soit à tous les niveaux, scolaires, etc., ça donne de très bons résultats. Hein, croyez-moi, parce que la personne n'a pas ça et la souffrance, et on dit qu'une souffrance partagée vaut mieux qu'une souffrance non partagée. Je ne suis pas seule dans ma souffrance et c'est à partir de là, il faut toujours écouter et être toujours proche de son patient, notamment dans les séances de soutien. Suivant, s'il vous plaît. Alors, le travail avec la famille est important. Hein, ça a été dit et redit, c'est important. Il faut accompagner la famille, comprendre le vécu psychique de la personne handicapée, soutenir sans surprotéger. Attention, il ne faut pas surprotéger. On soutient, mais on ne surprotège pas. Parce que ça, c'est très important. Éviter la culpabilité. Parce que on le verra, la présentation, c'est à l'amputation. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Créer un espace de co-construction, par créer une dynamique dans la famille, une fois par semaine, l'autre jour, et on fait un groupe de parole. La famille, la semaine et essayer de communiquer et suivant. Alors là aussi, c'est un facteur très important, c'est l'approche communautaire et sociale. Quand on fait partie de la société, il faut développer le soutien psychosocial. Hein, on peut pas vivre seul. Incroyable. C'est surtout quand on est dans une situation d'handicap, on se sent délaissé, hein, on se sent rejeté. Hein, et après la culpabilité, etc. La création de centres d'écoute en aujourd'hui, des centres d'écoute, vous en avez parlé, ils existent. Vous avez parlé à l'université, les cellules d'écoute, il y a le tutorat aussi. Hein, le tutorat de toutes les universités, notamment de médecine, hein, pour prendre en charge les personnes qui ont envie de parler, qui ont envie de partager, même en situation d'handicap. Intégrer les psychologues dans les équipes pluridisciplinaires de rééducation, je pense que tous les services de rééducation, il y a des psychologues, etc. Sensibilisation et éducation, il faut qu'il y ait des campagnes dans les écoles, les médias, les quartiers. C'est le travail de aussi les associations, parce qu'on a beaucoup d'associations d'handicapés et ils font des conférences, ils rejouent sur le terrain, ou oui, ils font quand même de l'approche communautaire. Ils font de l'approche communautaire, mais ils hein, des fois, et ça donne حتى في المساجد hein, كاين بعض الجمعيات اللي حتى في المساجد ils ont une cellule où ils partagent et ça très bien exactement barakallahu fik madame. Il faut aussi changer le regard sur l'handicap. L'handicap, c'est vrai, handicap, c'est ça. Mais on ne pleure plus de handicap parce que la personne, même si elle a un moignon, c'est pratique, comme je suis sur les réseaux sociaux. J'ai ramené une vidéo tout à l'heure après celle de ma collègue et vous allez voir quand on a du courage, on est motivé et on a la joie de vivre. Il faut construire quelque chose, on peut le faire. C'est promouvoir l'inclusion. Au contraire, inclure quelqu'un et surtout l'accessibilité. L'accessibilité, ça a été dit par notre cancer, il faut la mobilité, il faut créer aussi dans les espaces des lieux où on peut accéder à, je sais pas moi, à la poste ou à la banque parler et ça commence. Le bus, Mazel, hein, les gens en parlent, mais quand même, j'espère qu'il y aura plus de facilité. Je m'excuse, oh là là, ça perd du temps, hein. Bon, s'il vous plaît.
Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'handicap moteur en Algérie, c'est une source majeure de souffrance psychique. Qu'on le veuille ou non, la souffrance, elle est là. C'est impossible d'être couche. Elle est là. Et on en est tous conscients, nous, professionnels de la santé. Et ça, c'est important. Le rôle du psychologue, d'abord, il est central, mais il est encore malheureusement peu reconnu. Hein? Le psychologue, c'est comme un électron libre, il fait ce qu'il veut. Quand on voit après un patient, une fois qu'on a fait 5 ou 6 séances de suivi avec lui, on le voit heureux avec sa famille, qui est passé à autre chose. Il a écrit peut-être un livre, ils sont devenus écrivains, des peintres, etc. Il y a toujours il est essentiel d'articuler une approche individuelle, familiale et sociale. Le défi est on va construire une société inclusive où le handicap n'est pas à la frontière, mais une différence reconnue et intégrée. Qu'on le veuille ou non, il est partie prenante avec nous. Et je vous remercie. On laissera les questions pour tout à l'heure. Merci. Je donne la parole à ma collègue pour qu'elle prenne le relais. C'est bon, on continue? Ou bien on prend les vidéos? Est-ce qu'on commence par les vidéos ou la vôtre d'abord et ensuite la vôtre? Avant l'atelier. Très bien. Alors, à vous. Aussi, il y a un autre psychologue qui travaille dans le centre.